Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Bernard Derrida pour m'avoir invité à parler ici, à donner un séminaire dans le cadre de son premier cours. Je voudrais aussi remercier le Collège de France pour m'accueillir dans ces lieux prestigieux. Et enfin, je voudrais dire que c'est un plaisir pour moi de parler français, de m'exprimer dans ma langue. On n'a pas souvent l'occasion de le faire dans nos laboratoires. Donc, voilà un peu le plan que je vais suivre. Bon, le support est en anglais pour que tout le monde puisse le suivre. Il y aura toute une partie générale où je vais parler de produits de matrices en liaison avec les systèmes à une dimension et de matrices aléatoires en liaison avec les systèmes à une dimension désordonnée. Ensuite, je prendrai un exemple bien connu que Bernard a déjà abordé dans son cours, c'est celui d'une particule à une dimension dans un potentiel désordonné. Alors, si la particule est traitée à l'approximation des liaisons fortes, le problème se transforme exactement en un produit de matrices aléatoires. Et sur ce modèle-là, je voudrais rappeler qu'on a des lois d'échelle en un point particulier qui correspond au bord du spectre du système pur. C'est le premier exemple historique, à mon avis, de loi d'échelle qui est apparu dans ces problèmes de systèmes désordonnés à une dimension. Et puis, dans une deuxième partie, je parlerai de résultats relativement récents qui ont été obtenus en collaboration avec Alain Conté et Christophe Texier, qui est ici présent, d'Orsay, et Yves Tourigny de Bristol. Et dans ce travail, on a généralisé cette loi d'échelle et on a obtenu, en un certain sens, une classification de toutes les lois d'échelle possibles qui émergent de ces produits de matrices aléatoires, au moins dans le cas le plus simple de matrice 2 par 2. Là, vous avez la référence de l'article qui contient ces résultats originaux dont je vais parler. Bien, donc je commence par quelque chose de très général sur les produits de matrices aléatoires. Donc le problème se pose de la façon suivante. Vous considérez des matrices carrées de taille m par m, où m est un entier quelconque. On va prendre le cas où elles sont réelles pour simplifier. On en fait un produit. Ici, vous prenez le produit de n telles matrices. Et la question centrale que vous vous posez, c'est comment croît ce produit lorsque le nombre de facteurs devient grand. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette croissance? Alors, comme il y aura des applications au système désordonné, vous pouvez déjà anticiper que je me demanderai comment le produit croît de façon typique ou de façon moyenne. Et vous reconnaissez là des concepts que Bernard nous a rappelés aujourd'hui dans le cadre des systèmes désordonnés. Ces produits de matrices aléatoires fournissent un cadre simple dans lequel on peut regarder plus en détail toutes ces questions qui sont plus difficiles dans le cadre d'un système désordonné générique. Bien. Alors, je commence par un cas très simple, qui est le cas scalaire, m égale 1. Donc, à ce moment-là, on a affaire à un produit de nombres aléatoires que je note x maintenant. Donc, les xi sont des variables aléatoires, elles sont indépendantes, elles sont réelles, positives, et on en fait un produit de n tels facteurs, et on se demande comment se comporte ce produit lorsque le nombre de facteurs devient grand. Alors, la première chose que l'on étudie, c'est la valeur typique de ce produit qui représente l'énergie libre dans un système désordonné en physique statistique. Et dans ce cas, on peut comprendre très facilement le rôle de la valeur typique, qui s'appelle la valeur gelée ou quenched. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un produit de nombres qui commute. Donc, il suffit de considérer le logarithme de ce produit. C'est donc la somme des logarithmes des facteurs. Et là, on a le théorème central limite qui nous dit essentiellement tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le log Pn, c'est une somme de n variables indépendantes. Donc, sa distribution, eh bien, ça devient une gaussienne étroite lorsque n devient grand, centrée autour de la valeur
la valeur moyenne, c'est-à-dire n fois la valeur moyenne de log x. Alors, comme toujours en physique des systèmes désordonnés, la barre désigne la valeur moyenne sur le désordre, ici la loi de chacun de ces x que je n'ai pas précisé ici. Donc, le gros de la distribution de P est une log normale, une loi log normale étroite, centrée autour de cette valeur typique qui est e puissance n fois la valeur moyenne de log x. Donc, vous voyez ici, toute la discussion de l'auto-moyen-âge de l'énergie libre dans un système désordonné, qui dit que l'énergie libre, au moins la partie extensive de l'énergie libre est auto-moyennante, et bien ici, dans ce cas particulier, c'est des choses qu'on peut vérifier de façon explicite par des moyens élémentaires. Alors, que peut-on dire d'autre? Eh bien, si on regarde la valeur moyenne de ce produit, évidemment, c'est la puissance énième de la valeur moyenne d'un des termes, et donc c'est e puissance n fois le logarithme de x moyen. Notez la position de la barre, toute la subtilité est dans la position de la barre. Eh bien, cette valeur moyenne, en fait, elle est exponentiellement grande devant la valeur typique. C'est-à-dire, si je représente là un dessin un petit peu schématique de la loi de ce produit Pn, eh bien, vous avez un pic qui est le gros de la loi dont on a montré qu'il était log normal et centré autour de la valeur typique, mais la valeur moyenne est exponentiellement loin dans la queue de la distribution. Plus généralement, on peut regarder d'autres moments, toujours dans ce cas scalaire de produits de nombres, on peut regarder d'autres moments, par exemple, on peut regarder la valeur moyenne de la puissance S de notre observable qui est le produit, où S est un nombre pas nécessairement entier, il faudrait même être complexe si vous voulez. Et donc, la valeur moyenne de la puissance S de ce produit, elle croît également exponentiellement avec n, mais avec un taux G de S qui dépend de S. Des moments d'ordre différents vont croître à des taux différents. Ça, c'est une des particularités de la fonction de partition d'un système désordonné en général, et qu'ici, à nouveau, on peut vérifier de façon extrêmement explicite. Ici, le taux G de S, c'est simplement le logarithme de la valeur moyenne de x puissance S. Le résultat sur la valeur typique se retrouve facilement en remarquant que la valeur moyenne de log x, c'est G' de 0. C'est un analogue simple ici de la formule des répliques que Bernard a rappelé tout à l'heure. Une autre façon de regarder cette variabilité du taux de croissance avec l'indice S, c'est de remarquer que cette formule qui donne la moyenne du produit rappelle ce qu'on appelle un formalisme multifractal. Alors de quoi il s'agit ici? Eh bien simplement, on peut retraduire ce résultat en disant que le produit P indice n croît comme e puissance n fois xi, où xi est un taux de croissance arbitraire, avec une certaine probabilité qui décroît exponentiellement, si xi n'est pas égal à la valeur typique, exponentiellement de la forme e puissance moins n fois i de xi. Et ce taux de décroissance i de xi est simplement donné par la transformée de Legendre du taux de croissance des moments G de S. Voilà. Bon, ce genre de statistique est, encore une fois, tout à fait général dans les systèmes désordonnés. Ici, on peut y avoir accès de façon simple. Et en plus, dans le cas de produits de nombres, ici, on peut avoir des formules aussi explicites qu'on veut. Bien, j'en ai terminé avec le cas scalaire, et maintenant je considère le cas général d'un produit de matrice de taille plus grande que 1. La principale différence par rapport au cas précédent, c'est que maintenant, ces matrices ne commutent plus entre elles. Donc on n'a plus un produit de nombre, on a un produit d'objets qui dépend de l'ordre dans lequel on prend les objets, et en plus, évidemment, on ne peut pas prendre simplement le logarithme de l'expression. Néanmoins, on a le résultat que le produit croît encore de façon typique, exponentiellement avec n, et que la loi de ce produit est piquée, en un sens qui généralise ce que j'ai dit avant, autour de cette valeur typique. Et le taux de croissance de la valeur typique, qui est noté gamma ici,
il s'appelle l'exposant de Lyapunov du produit de matrice aléatoire. Donc une définition formelle, c'est la limite que j'ai indiquée. On prend la valeur absolue de la trace, mais on pourrait prendre n'importe quel élément générique, élément de matrice générique de ce produit, et tous croîtraient de face typiquement avec le même exposant de Lyapunov gamma. Voilà. L'exposant de Lyapunov décrit donc la croissance de la valeur typique du produit de matrice. Donc c'est tout à fait pertinent pour l'étude de la physique des systèmes désordonnés. Pour un système de physique statistique comme un modèle de spin, l'exposant de Lyapunov vous donnera l'énergie libre du système, au moins la partie extensive de l'énergie libre, celle qui est automoyennante. On verra un autre exemple tout à l'heure d'interprétation physique de cet exposant de Lyapunov. Il a une formule très simple, une expression extrêmement simple dans le cas scalaire qu'on a vu précédemment. C'est simplement la valeur moyenne du log d'un des facteurs. Et il est non trivial et difficile à calculer en général, même dans le cas de matrice 2 par 2, auquel va être consacrée la suite de cet exposé. La principale source de difficulté, c'est la nouveauté que j'ai déjà mentionnée, que les facteurs ne commutent pas entre eux, contrairement au cas scalaire. Bien. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer très brièvement pourquoi ces produits de matrice sont intéressants. Eh bien, de façon tout à fait générale, si vous avez un système à une dimension, on peut le voir comme une suite d'éléments indépendants, comme ça, qui sont représentés par ces petits carrés et qui sont montés en série. Si la physique qui vous intéresse est décrite par des équations linéaires, alors ça peut être l'équation de Schrödinger, ça peut être la propagation d'un faisceau à travers un banc optique, ça peut être des ondes électromagnétiques, des choses comme ça. Si les équations du mouvement sont linéaires, eh bien, chaque élément peut être caractérisé par une matrice de transfert et le système dans son ensemble est décrit par une matrice de transfert qui est simplement le produit des matrices de transfert des unités qui le constituent. Alors, dans un certain ordre, après ça dépend des conventions, de comment vous définissez votre matrice de transfert. Donc ce formalisme est utile dans de nombreux cas, des tas de problèmes de physique classique, on peut penser à l'optique, l'électromagnétisme et des choses comme ça. Également dans des problèmes de comptage, de combinatoire ou de physique statistique, le modèle d'Ising dans des systèmes unidimensionnels, le modèle d'Ising de spin classique dans des systèmes unidimensionnels ou quasi unidimensionnels peut se reformuler dans ce cadre-là. Et si vous avez affaire à des systèmes désordonnés à une dimension, au sens où les unités sont caractérisées par des couplages ou d'autres types de variables qui sont désordonnées et indépendantes, eh bien, naturellement, vous êtes amené à considérer un produit de matrices de transfert qui sont des variables aléatoires, indépendantes, et comme toujours en physique statistique, ou pratiquement toujours, vous êtes intéressé au comportement de grands systèmes, et donc vous êtes amené à faire des produits d'un grand nombre de facteurs, et donc essentiellement à considérer l'exposant de Lyapunov d'un tel produit. Bien, alors je vais prendre un premier exemple qui a une importance historique et qui en plus c'est probablement le cas le plus simple sur lequel on peut illustrer tout ce que j'ai dit jusque-là. Alors vous considérez donc une particule quantique, disons un électron, et qui vit sur une droite ici, représentée en rouge, à l'approximation des liaisons fortes, c'est-à-dire que vous ne regardez que les amplitudes psi-indicènes, les composantes de la fonction d'onde sur les sites du réseau, vous savez, les amplitudes de probabilité pour trouver la particule sur les différents sites du réseau. Ici, j'ai écrit l'équation en liaison forte indépendante du temps, qui est un parfait analogue discret de l'équation de Schrödinger indépendante du temps que vous avez vu tout à l'heure. Donc, psi indice n est l'amplitude de la fonction d'onde au site n, E est la valeur absolue d'énergie,
Les amplitudes de saut sur les sites voisins sont prises constantes et ici normalisées à 1. Et enfin, les V indicènes, représentés par ces bâtons verts d'altitudes différentes, sont les énergies de site et ce sont les variables aléatoires de gelée du problème. Bien, alors comment marche le formalisme de la matrice de transfert? Ici, c'est extrêmement simple. On peut réécrire l'équation de Schrödinger discrète, l'équation liaison forte, sous cette forme, ψn plus 1 ψn en fonction de ψn, ψn moins 1, et la matrice 2 par 2 qui est écrite ici est clairement la matrice de transfert du problème qui permet de passer d'un site au suivant. Dans ce cas, c'est une matrice qui est 2 par 2 et qui est paramétrisée sous la forme indiquée par une variable aléatoire par site qui est précisément cette énergie V indicène. Bien, alors un petit rappel rapide de ce qui se passe dans le cas pur, c'est-à-dire non désordonné. Si le potentiel est constant, les V indicènes sont constants égaux à un certain V, eh bien les fonctions d'onde du problème, fonctions d'onde généralisées, sont des ondes planes de la forme et puissance INQ, et la relation de dispersion qui relie E à Q est E égale V plus 2 cosinus Q. Et la façon la plus simple de la retrouver, c'est de dire que la trace de la matrice de transfert est égale à 2 cosinus Q. Bien. Donc lorsque Q décrit une zone de Brillouin, E décrit un spectre qui est simplement l'intervalle entre moins 2 et plus 2. Alors comment est-ce que tout ceci est transformé si les V indicènes sont des variables aléatoires indépendantes? Eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'on a affaire à un produit de matrice aléatoire, donc on a un exposant de Lyapunov, et donc une fonction d'onde typique du problème croît ou décroît, selon ce que vous lui demandez de faire, proportionnellement à e puissance n fois gamma, où gamma est l'exposant de Lyapunov de ce produit de matrice aléatoire. Bien. Alors, l'interprétation de l'existence d'un exposant de Lyapunov, eh bien, c'est le phénomène de la localisation induite par le désordre, qui a été décrite par Anderson en 1958. Donc, dans ce cadre-là, on peut voir que toutes les fonctions propres sont localisées dans ce problème unidimensionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si une solution typique de l'équation, sans lui imposer de conditions aux limites particulières, croît ou décroît exponentiellement sous la forme et puissance plus ou moins n fois gamma, eh bien, si vous avez un système auquel vous imposez des conditions aux limites, par exemple ici périodiques ou de Dirichlet demandant que la fonction s'annule au bord, eh bien, vous allez avoir une solution, une fonction propre qui génériquement va ressembler à ça, c'est-à-dire qu'elle va avoir une enveloppe qui va croître ou décroître par rapport à un certain point qui est le centre de masse de la fonction d'onde, sur une certaine longueur caractéristique, et cette longueur caractéristique, c'est simplement l'inverse de l'exposant Lyapunov. Donc, l'exposant Lyapunov d'un produit de matrice, il est en général relié à la quantité physique la plus intéressante du problème. Pour un modèle de spin, on a vu que c'était l'énergie libre. Ici, pour ce problème de transport, l'exposant Lyapunov donne l'inverse de la longueur de localisation. Bien. Alors, dans le cas pur, on avait des ondes planes comme solution. L'exposant Lyapunov était formellement nul, si vous voulez. Donc cette longueur est infinie. Évidemment, les ondes planes sont délocalisées à travers l'ensemble de votre système. Donc, leur longueur caractéristique est bien infinie. Bien, que peut-on dire de plus? Eh bien, il est intéressant de regarder ce qui se passe à faible désordre, comme souvent. Beaucoup de systèmes désordonnés qu'on peut regarder perturbativement à faible désordre. Ici, les choses se passent de la façon suivante. Donc, on considère le cas où les V indicènes sont nuls en moyenne, et la moyenne de leur carré est un certain nombre, V carré moyen, qui est très petit devant la largeur de la bande ou devant l'amplitude de saut sur les sites voisins. Eh bien, dans ce cas, il est intéressant de considérer un exposant complexe
qui est définie de la façon suivante, oméga égale gamma plus I pi h, où gamma, la partie réelle, est l'exposant de Lyapunov, et h est ce que les physiciens appellent la densité d'état intégrée, c'est-à-dire la fraction du spectre qui est au-dessus, ou en dessous. Ici, j'ai pris au-dessus, ce sont des raisons conventionnelles, au-dessus de l'énergie E que je considère. Pourquoi il est intéressant de combiner l'exposant de Lyapunov et la densité d'état? La première façon de le voir, c'est de regarder ce qui se passe à faible désordre. Et à faible désordre, je pense que c'est David Thouless qui a fait le calcul en premier. Si on regarde d'abord par simplicité ce qui se passe en dehors de la bande du système pur, donc on pose E égale 2 cosinus hyperbolique d'un certain paramètre mu, eh bien, à faible désordre, l'exposant oméga se calcule perturbativement en puissance de V, et voici les deux premiers termes non triviales. Oméga vaut mu moins ce V carré moyen que multiplie cette fonction de mu plus des termes d'ordre supérieur. Et donc, le résultat perturbatif montre que c'est cette combinaison-là de l'exposant de Lyapunov et de la densité d'état qui apparaît. Et on va voir que le phénomène est en fait tout à fait général. Bien, alors je termine cette partie générale en vous disant comment se comporte l'exposant de Lyapunov à faible désordre en fonction de l'énergie. Je vous rappelle que dans le cas pur, le spectre du système, c'est l'intervalle moins 2 plus 2. Alors à faible désordre, voilà ce qui se passe. Si vous regardez en dehors de la bande, eh bien l'exposant de Lyapunov est à peu près cette quantité mu, introduite précédemment. Donc c'est un nombre positif qui ne dépend pas du désordre, qui est déjà présent en l'absence de désordre. À l'intérieur de la bande, eh bien, l'exposant de Lyapunov est petit comme V carré moyen. On retrouve bien le fait que les états propres sont étendus en l'absence de désordre et sont localisés même en présence d'un désordre très, très faible. Simplement, le gamma, donc, qui est l'inverse de la longueur de localisation, est proportionnel à V carré. Mais vous remarquez que l'amplitude de V carré diverge au bord de bande. Et donc, dans un certain voisinage des bords de bande, c'est-à-dire lorsque V carré et mu sont petits simultanément, eh bien, on peut déjà le voir sur la forme des deux premiers termes perturbatifs. Vous voyez que naïvement, vous lisez mu moins V carré sur mu 2, donc si mu 3 est d'ordre V2, les deux premiers termes sont comparables, eh bien, ce qui arrive en réalité, c'est que ce comportement mu3 d'ordre V2 introduit une échelle qui est donc ce V carré moyen à la puissance 1 tiers, qui est noté bêta ici. Eh bien, sur un voisinage des bords de bande de largeur bêta 2, l'exposant de Lyapunov a un comportement non trivial en étant proportionnel à bêta. Voilà tout ce qu'on peut tirer du calcul perturbatif de Thouless en l'interprétant dans les différents régimes qu'il manifeste. Et en fait, à partir d'ici, je vais me concentrer sur ce qui se passe au voisinage des bords de bande, d'abord dans ce cas-là, puis ensuite dans un cas beaucoup plus général. Donc, que se passe-t-il au voisinage des bords de bande? Eh bien, on a une loi d'échelle dont les exposants sont déjà donnés par l'argument que je viens de vous présenter, mais qui peut être caractérisé analytiquement de façon complète. Alors ça a d'abord été fait par Halperin en 1965 dans le cas d'une équation de Schrödinger continue avec un potentiel désordonné modélisé par un bruit blanc. Et puis ça a été repris par Bernard Derrida et Elisabeth Garner 20 ans après dans le modèle dont je parle aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle d'une particule en liaison forte qui se transforme en un produit de matrice aléatoire. Eh bien, ce qui se passe dans ce cas-là, le résultat principal est le suivant. L'exposant oméga, qui est donc cette combinaison d'exposants de Lyapunov et de densité d'état intégrée, il est proportionnel à cette échelle bêta
qu'on avait déjà identifié par le calcul perturbatif, qui est v carré à la puissance 1 tiers, ici il y a un facteur 2 pour des raisons de commodité, que multiplie une fonction de cette variable x, qui est mu2 sur bêta 2, c'est-à-dire la distance au bord de bande du système pur divisée par cette même échelle v2 à la puissance 2 tiers, et à la fois le calcul de Halperin dans le continu et le calcul de Derrida et Gardner dans le discret donnent la même formule pour cette fonction d'échelle g, à condition que bêta soit normalisée correctement. Cette fonction d'échelle g, elle a une forme que j'ai écrite ici, où Eri et Berry sont les fonctions d'Eri, et cette forme ne dépend plus d'aucune caractéristique du désordre, pourvu que le désordre soit faible. Comme on l'a vu, elle ne dépend pas non plus du fait qu'on a un formalisme discret ou continu, donc elle a un grand caractère d'universalité. Quoi dire d'autre de cette fonction d'échelle? Eh bien, elle est complexe, ce qui est logique, puisque à la fois sa partie réelle et sa partie imaginaire ont des sens physiques et ont des comportements non triviaux. Et enfin, je fais la remarque qui prendra tout son sens par la suite, que cette fonction g est essentiellement donnée par la dérivée logarithmique d'une fonction spéciale de l'analyse, ici des fonctions d'Eri. Eri' sur Eri dans une certaine direction complexe, ou Eri' plus I Beri' sur Eri plus I Beri. Voilà, je pense qu'avec ça, j'en ai terminé de la partie générale de cet exposé avec des résultats relativement anciens. Et maintenant, j'en arrive à aux résultats de notre groupe, et qui constituent essentiellement une généralisation de la loi d'échelle qu'on vient de voir dans un cas particulier à tous les produits de matrices aléatoires 2 par 2. Donc, l'idée générale est la suivante. Si vous avez une situation où vous avez un faible désordre et d'autre part vous vous trouvez en un point intéressant pour le système, alors pour le problème de localisation c'était un bord de bande, pour une chaîne de spin ça sera être au point critique, etc. Vous pouvez imaginer encore d'autres situations où le système pur a un comportement un petit peu particulier. Eh bien la combinaison d'un faible désordre et de ces conditions particulières va en général donner lieu à l'existence d'un comportement d'échelle de l'exposant de Lyapunov et donc d'un comportement d'échelle de toutes les quantités intéressantes. Alors, dans le travail de notre groupe, là, Conté et al., nous avons considéré le groupe des matrices réelles 2 par 2 de déterminant unité proche de l'unité. Vous allez dire, c'est quand même un problème très, très particulier, mais bon, j'espère que vous verrez que les résultats obtenus montrent que la situation est quand même intéressante. Bon, ce groupe s'appelle SL2R. Notre principal résultat, c'est que l'exposant caractéristique du problème, c'est-à-dire cet exposant de Lyapunov correctement complexifié, est donné par des lois d'échelle, et on arrive à une certaine classification de toute la variété de lois d'échelle qu'on peut ainsi obtenir. Et ce qui est remarquable, c'est que cette classification est en correspondance avec une certaine classification des fonctions spéciales. Donc voilà le message, le résultat principal de notre travail en 2 lignes. Alors, dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous donner les principales étapes du calcul qui mène à ce résultat et de vous donner également quelques exemples. Alors, je commence par remarquer que il existe un modèle qui généralise un petit peu le modèle en liaison forte dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a un certain caractère d'universalité, c'est-à-dire qu'il a le nombre maximal de paramètres que vous pouvez avoir dans le cadre d'une matrice réelle 2 par 2. Alors ça a été fait par mes co-auteurs, Alain Conté, Christophe Texier et Yves Tourini. Il s'agit d'un modèle toujours d'une particule quantique à une dimension. Maintenant, elle est dans le continu et les impuretés sont ponctuelles.
la propagation de la particule est libre entre deux telles impuretés. Donc vous avez l'équation de Schrödinger dans le continu qui est écrite ici. Et les impuretés portent deux types de potentiels. Donc les impuretés sont en déposition xn. Les distances entre impuretés successives qui sont notées alpha n sont des variables aléatoires. Donc ça fait une première variable aléatoire par impureté. Et chaque impureté est caractérisée par un potentiel. Alors peut-être commencer par le potentiel U, avec lequel vous êtes peut-être plus familier. C'est un potentiel delta scalaire qui a une amplitude U indice n. U indice n est à nouveau une variable aléatoire. Et puis, les barres verticales bleues dénotent une composante supersymétrique de ce potentiel. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose à la mécanique quantique supersymétrique pour essayer de poursuivre ce que je vais raconter ici. On peut également considérer un potentiel de la forme delta carré plus delta prime. Alors vous allez dire, la fonction delta, on n'a pas le droit de la multiplier par elle-même. C'est vrai que je n'aurais pas pu mettre delta carré, mais je peux mettre delta carré plus delta prime. C'est la combinaison de fonctions delta qui a un sens bien défini. Et l'origine de cette expression, c'est la mécanique quantique supersymétrique, dont je ne dirai rien de plus aujourd'hui. Et l'amplitude de la partie supersymétrique de l'impureté, je l'appelle W indice n. Donc chaque impureté est bien décrite par trois variables aléatoires. Alors pourquoi ce modèle est très universel? Pour la raison suivante, c'est que la matrice de transfert attachée à une telle impureté, qui dépend des trois variables aléatoires alpha, n, w, n et un, prend cette forme particulière. C'est le produit de trois facteurs, et chaque facteur dépend d'une des variables aléatoires du problème, qui ont un sens physique bien précis dans ce cas. Et cette écriture m égale k à n, elle a un intérêt particulier parce que c'est la décomposition d'Iwasawa du groupe SL2. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décomposition d'Iwasawa? Eh bien, elle est donnée essentiellement par cette formule-là, elle est valable pour tous les groupes de Lie. Si une matrice M décrit un certain groupe de Lie, on peut toujours l'écrire sous la forme K à N, où K parcourt un sous-groupe qui s'appelle le sous-groupe compact, A le sous-groupe abélien, et N un sous-groupe nilpotent. C'est une construction tout à fait générale dans les groupes de Lie. Dans le cas 2 par 2, qui nous intéresse ici, chaque sous-groupe est un sous-groupe à un paramètre, et l'élément générique de matrice de chaque sous-groupe est précisément ce qui est écrit ici. Donc ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a une interprétation physique directe d'une matrice de SL2 la plus générale, et les paramètres ont des sens physiques extrêmement précis. Bien, alors armé de ceci, comme arrière-plan qui nous permet d'interpréter physiquement les différents paramètres, on va attaquer ce problème, décalculer l'exposant de Lyapunov de matrices de SL2 proche de l'unité, de comprendre le comportement d'échelle de l'exposant de Lyapunov dans ce régime où les matrices sont proches de l'unité. Bien, alors, d'abord un petit comptage de paramètres. Vous prenez une matrice de SL2 quelconque, paramétrisée comme indiqué ici, avec trois paramètres réels. Et donc, si vous voulez moyenner sur une telle matrice, dans le cas le plus général, eh bien, vous avez les valeurs moyennes de ces trois paramètres, qui seront considérées comme petites, et puis vous avez les seconds moments de ces trois variables. Alors, si vous supposez que ces variables sont corrélées de façon arbitraire, eh bien, vous avez une matrice de covariance qui est 3 par 3, et donc 6 paramètres. Vous avez 3 paramètres diagonaux, la variance de alpha, que l'on note D indice alpha alpha, parce qu'on voit ces variances comme des sortes de coefficients de diffusion, vous verrez pourquoi par la suite. Et puis vous avez 3 éléments non diagonaux aussi dans cette matrice de covariance, par exemple ici la covariance entre alpha et W, qu'on appelle D alpha W. Donc, la limite, que j'appelle ici limite continue,
de matrices proches de l'unité. Dans le cas de ces matrices 2 par 2, elle est caractérisée par 9 paramètres qui sont simultanément petits. Et le résultat principal dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, plus précisément, c'est que nous avons obtenu l'exposant de Lyapunov complexe oméga comme une fonction explicite de ces 9 paramètres. Évidemment, c'est une fonction homogène de ces 9 paramètres qui sont simultanément petits. Et, comme je vous l'avais déjà dit, le résultat fait intervenir la dérivée logarithmique d'une certaine fonction spéciale. Bien, donc maintenant je vais vous donner quelques détails sur les étapes principales du calcul qui mènent à ce résultat. Ça me donne l'occasion de rappeler tout le formalisme de l'étude des produits de matrices, pas seulement dans le cas d'un faible désordre, et les concepts qui vont apparaître là sont plus généralement utiles dans ces études de produits de matrices. Alors, la première chose que l'on fait, c'est qu'on introduit une suite de vecteurs qui sont définis par récurrence en faisant agir les éléments successifs du produit sur eux. L'interprétation physique de ces vecteurs, c'est que dans le cas de l'équation de Schrödinger ou de l'équation liaison forte, c'est simplement les amplitudes de la fonction d'onde aux différents sites. Dans le cas d'un modèle de mécanique statistique classique comme une chaîne de spin, ça serait simplement les fonctions de partition ou certaines fonctions de partition partielles aussi associées aux différents sites. Les matrices Mn sont paramétrisées selon la décomposition d'Iwasawa qu'on a rappelé plus haut. Et je note cette matrice Mn sous la forme ANBN-CNDN. Ensuite, on introduit, au lieu de considérer les deux composantes de ces vecteurs, on introduit les rapports de ces composantes, Z indice n, que j'appelle des variables de Riccati, parce que c'est simplement l'analogue discret des variables de Riccati qui sont utilisées, par exemple, en théorie des équations différentielles. Alors ici, ces variables de Riccati, elles n'obéissent pas à une équation différentielle, elles obéissent à une équation de récurrence non linéaire, écrite ici, où z indice n est une fonction de zn-1 et des paramètres désordonnés qui interviennent au site n. Et enfin, l'exposant de Lyapunov complexifié est donné par la valeur moyenne du logarithme d'une certaine quantité ici, qui est le dénominateur de la relation de récurrence. Et j'ai ajouté un plus i epsilon à l'intérieur du logarithme pour avoir une définition de cet exposant complexe oméga en accord avec ce que j'ai dit précédemment. Si vous ne mettez pas le plus i0, vous obtenez une quantité réelle qui est simplement l'exposant de Lyapunov au sens usuel du terme, qui était noté gamma. Comme on l'a déjà vu, il est intéressant de considérer l'exposant de Lyapunov complexe. Ici, ça correspond simplement à ajouter ce I0 dans la définition. Bien, muni de ces variables de Riccati et de leur équation de récurrence, on peut prendre la limite de faible désordre à ce niveau-là. C'est même intéressant de le faire à ce niveau-là. Et ça correspond simplement à prendre une limite continue. Pourquoi ? Parce que si la matrice M est proche de l'unité, la transformation de récurrence qui lie Zn à Zn-1 est proche de l'identité. Donc Zn est proche de Zn-1, ce qui justifie l'usage d'un formalisme continu. Donc Z indice n devient un processus continu, Z dépendant d'une coordonnée n. En mathématiques, ça s'appelle une diffusion, un tel processus, et qui est donné par l'équation suivante. dz, c'est une certaine fonction de z que multiplie dn, plus une autre fonction de z que multiplie dw de n, où dw, c'est la différentielle d'un mouvement brownien. Une autre façon d'écrire la même équation, c'est d'écrire que dz sur dn a une partie déterministe v de z, plus une certaine amplitude que multiplie dw dn, c'est simplement un bruit blanc gaussien, normalisé. Voilà. Donc de façon tout à fait générale, les mathématiciens appellent ce genre de processus continu une diffusion.
ici, V et D sont données par les expressions que j'ai écrites ici. Ce sont des expressions qui sont polynomiales en Z et dont les coefficients font intervenir les valeurs moyennes et des paramètres et les éléments de la matrice de covariance. Donc c'est là qu'on retrouve nos 9 paramètres qui décrivent la distribution d'une matrice de SL2 proche de l'unité. Voilà. Ensuite, eh bien, il est naturel de considérer la distribution de Z qui est invariante par ce processus aléatoire. Et cette distribution est donnée par l'équation de Fokker-Planck-Ito, indépendante du temps, que j'ai écrite ici de façon à illustrer quelque chose qui est à nouveau cette symétrie entre H et gamma. Enfin, plus exactement, la première équation est une forme déjà intégrée une fois de l'équation de Fokker-Planck, qui exprime simplement la conservation du courant de probabilité associé. Et les choses sont normalisées de façon à ce que ce courant soit donné, enfin la valeur constante de ce courant soit donnée par H, qui n'est autre que ce qui était la densité d'état intégrée pour le problème d'une particule quantique. Et l'exposant de Lyapunov gamma est, lui, donné par une certaine combinaison de moments de Z, moments pris par rapport à cette distribution invariante qui a une densité f de Z. Bien. J'ai écrit les choses sous cette forme de deux équations parallèles pour vous montrer que H et gamma sont deux quantités qu'on va pouvoir regrouper facilement, même si elles ont des expressions différentes, puisque gamma est donné par certaines combinaisons de moments, alors que H est donné simplement H est simplement la constante du mouvement qui représente le courant associé. Donc, nous y sommes presque. L'étape suivante consiste à montrer que, eh bien, on peut combiner en un certain sens ces deux équations pour donner une expression de l'exposant complexe oméga. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est le dernier point de ce calcul. Comment on fait ça? Eh bien, il est naturel d'introduire une certaine transformée intégrale de la densité f de z. Et ici, la transformée qui est adaptée, c'est la transformée de Hilbert ou encore de Stieltjes. On considère une variable complexe y et on considère cette fonction grand f de y qui est donnée par cette intégrale, où z parcourt l'axe réel qui est le support de cette distribution invariante. Bien. Alors, par construction, f de y est analytique si on n'est pas sur l'axe réel. Alors ici, il est intéressant de considérer la fonction f de y qui est analytique dans le demi-plan inférieur, imaginaire de y négatif. Et on peut montrer que f de y obéit à une équation différentielle polynomiale, qf' plus rf égale s. Et là, le petit miracle, c'est que toutes les constantes qui intervenaient ici dans l'expression de l'exposant de Lyapunov en termes de z, ainsi que d'autres constantes qui interviennent quand on passe de l'équation pour petit f à l'équation pour grand f, il y a des constantes d'intégration, il faut faire attention au comportement à l'infini, eh bien tout s'arrange pour faire intervenir dans le membre de droite de l'équation pour grand f cette quantité complexe oméga, qui est gamma plus ipi fois h. Voilà. Les polynômes QRS, on peut les construire explicitement en fonction de V et de D, qui était ce qui intervenait dans la définition du processus, ainsi que de leurs dérivés. Et
ce qui est remarquable dans ce formalisme, c'est que ces deux conditions, c'est-à-dire l'analyticité dans un demi-plan et l'équation différentielle polynomiale, déterminent complètement le problème, c'est-à-dire déterminent à la fois la densité invariante et l'exposant de Lyapunov complexifié. Alors, je vais illustrer un petit peu plus explicitement ce qui se passe dans le cas général. Eh bien, je ne vous l'ai pas dit, mais Q est un polynôme de degré 4 de même que D. Vous voyez que le coefficient de diffusion dépendant de la position, Z, est un polynôme de degré 4. Eh bien, il en est de même de Q, de même que R à degré 3 et S à degré 2. Donc, si Q a degré 4, eh bien, génériquement, il a 4 zéros simples dans le plan complexe, noté Y1 jusqu'à Y4. Et d'autre part, Q est un polynôme réel, enfin un coefficient réel, de même que le coefficient de diffusion D de Z. Donc, ces zéros arrivent par paire de nombres complexes conjugués. Donc, voilà typiquement le dessin de position de ces zéros génériques. Et ce que l'on peut montrer, c'est que pour que l'équation différentielle polynomiale indiquée ait une solution qui soit analytique dans le demi-plan inférieur, eh bien, il faut que l'intégrale entre les deux zéros qui se trouvent dans ce demi-plan de cette fonction soit égale à 0. Alors, le S de Y plus 2 oméga, c'est le membre de droite de l'équation polynomiale, et puis le polynôme en question, eh bien, en fait, provient de la solution de l'équation différentielle homogène correspondante. Enfin, le résultat net étant que cette intégrale de contour ici doit être nulle, ce qui détermine l'exposant de Lyapunov oméga. Donc, dans le cas général, voilà à quoi ressemble le résultat. Vous avez remarqué que ici, l'intégrand est un polynôme en Y, est une fonction algébrique en Y. Les exposants à indice I, je ne vous ai pas dit ce que c'était, mais ils sont calculables en fonction des valeurs de Q, R et S. Et donc voilà la forme explicite de notre résultat dans le cas général où les 4 zéros sont distincts. La partie centrale de ce résultat, c'est la fonction d'échelle g de x qui est ici en rouge, où x, c'est le birapport des 4 zéros complexes de ce polynôme Q, et g de x, c'est la dérivée logarithmique d'une fonction hypergéométrique. Donc on voit là la structure générale du résultat. L'exposant de Lyapunov est à quelques décorations près, qui sont ce préfacteur, d'autres termes explicites qui sont en bleu, etc. L'exposant de Lyapunov est essentiellement donné par une fonction qui est la dérivée logarithmique d'une fonction spéciale. Et dans le cas le plus général, cette fonction spéciale est une série hypergéométrique de Gauss, et elle contient des paramètres A1, A2, A3, qui sont ces indices qui avaient été introduits ici et qui sont calculables en fonction des polynômes et de la position des zéros. Donc voilà le résultat dans le cadre le plus général, et je voudrais continuer en vous montrant ce qui se passe dans un certain nombre de cas particuliers. En gros, tous les exemples de systèmes désordonnés à une dimension qui sont physiquement intéressants correspondent en fait à des cas particuliers de ce problème, c'est-à-dire pas au cas générique. Les cas particuliers correspondent essentiellement à des cas où vous avez des zéros multiples. Alors, dans le cas général, je vous ai dit,
le polynôme Q a, a 4 zéros distincts, donc simples, eh bien, dans les cas physiquement les plus pertinents, ces zéros sont confondus. Alors, le premier exemple, c'est le cas qui correspond au cas du désordre scalaire dans le modèle universel de Comté, Texier et Turini. C'est le cas où vous avez un zéro quadruple. Donc Q de Y égale Y4, typiquement. Dans ce cas, la fonction spéciale en question est une fonction d'Airy, et donc vous retrouvez le résultat de Halperin des années 60 qui avait été retrouvé par Derrida et Gardner. Donc vous voyez que le cas historiquement le plus ancien, c'est aussi le plus particulier et le plus singulier dans cette classification. Ensuite, vous pouvez avoir deux zéros doubles, et il y a deux façons de réaliser ça. Vous pouvez avoir deux zéros doubles réels ou vous pouvez avoir deux zéros doubles complexes conjugués. Ça correspond, dans le cas du modèle universel d'impureté, à deux situations différentes où c'est soit le potentiel supersymétrique qui est aléatoire, le reste ne l'étant pas, soit les distances entre impuretés qui sont aléatoires, toujours le reste étant fixé. Dans les deux cas, la fonction spéciale qui intervient dans la loi d'échelle est une fonction de Bessel. Alors ça peut être une fonction de Bessel K ou une fonction de Bessel I d'indice imaginaire. Un autre cas où vous avez des impuretés équiréparties et un potentiel quelconque, dans ce cas-là, vous avez un zéro double et deux zéros simples. Le zéro double est réel et les zéros simples sont imaginaires. Et dans ce cas, la fonction d'échelle, c'est une fonction de Whittaker. La dernière ligne, c'est le cas complètement général où vous avez 4 zéros en position générique et la fonction d'échelle fait intervenir une hypergéométrique. Et puis vous avez un cas intermédiaire où vous avez quand même 4 zéros distincts, mais ils sont au sommet d'un rectangle. Et ça correspond au cas où les trois paramètres désordonnés du problème sont indépendants. Et dans ce cas, la fonction spéciale qui intervient est une fonction elliptique. Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec ces détails de classification. Pour résumer un peu ce petit tableau, la position et le schéma de dégénérescence de ces zéros donnent une classification de tous les types de fonctions d'échelle qu'on peut obtenir dans ces produits de matrices aléatoires proches de l'unité. J'espère vous avoir montré aussi que l'analyse complexe est un ingrédient intéressant qui permet de faire des progrès dans cette analyse. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je vous redonne la référence de notre travail. C'est un long papier dans lequel tout ceci est expliqué en grand détail. Voilà, merci.